gli aspetti di pericolosità del rafforzamento della funzione del controllo nell'evoluzione dell'impresa, ma noi abbiamo toccato già con mano questa evoluzione attraverso la documentazione, cioè quando nella riforma tributaria tra il 1972 e il 73 si è attuata la documentazione, si è passati alla tassazione in base a bilancio, abbiamo visto che un certo numero di imprese ha chiuso. Noi parliamo per esempio di più di 100.000 esercenti che hanno chiuso per effetto della riforma tributaria, per l'incapacità strutturale a reggere il carico del controllo e quindi della documentazione che in quel momento si chiedeva per il controllo. Ora, tutto questo ci fa pensare che esiste una diversità, e questa diversità per un certo periodo di tempo, ovviamente ancora per 15-20 anni, esisterà tra le strutture più organizzate, come possono essere le imprese di assicurazione e le imprese bancarie e le imprese industriali. Nell'ambito del rapporto tra queste e le altre si posiziona oggi un altro settore, che è lo sviluppo del terziario, quindi delle imprese di servizi, che occupano uno spazio sempre più preminente e che cominciano a trattare anche loro diritti e denaro, oltre che servizi. E questa evoluzione da un certo punto di vista sta avvenendo un po' caoticamente dal punto di vista proprio del controllo. Ci sono aziende che sono strumentali per l'evasione, ci sono produttrici di documenti, produttrici di servizi più o meno strani, ma direi il grosso del servizio importante che si sta sviluppando è proprio nel trattamento del denaro e soprattutto nel trattamento dell'informazione. Il trattamento dell'informazione, che è quello relativo ai centri servizi, alle software houses, alle banche dati, eccetera, è oggetto di una certa attenzione a livello europeo dal punto di vista legislativo e quindi dal punto di vista del controllo. Si vogliono delle garanzie sul trattamento di beni chiamati informazioni. Siamo anche qui agli albori delle funzioni, si esaspereranno i controlli per un certo periodo di tempo, poi si ritornerà secondo una regola normale, dipende dai timori e dai casi, però noi avremo un'evoluzione anche in questo senso. Certamente la soglia del 3.000, 15 anni sono molti, pensiamo soltanto che i piccoli sistemi di elaborazione come concetto sono nati nel 65, ecco, pensiamo che cosa vuol dire 15 anni di evoluzione elettronica con tutte le trasformazioni contrattuali, documentali, operative che possono nascere. Si è parlato recentemente di un posto lavoro intelligente a livello aziendale. Il posto lavoro intelligente non è altro un posto di lavoro a livello estremamente periferico, apertura della posta, ricezione della merce, eccetera, al quale punto periferico verrà dato un input di dati, e questo input di dati sarà un input di dati che percorrerà un'intera linea di trattamento delle informazioni, che verrà, sia pure in rete con terminali eccetera, a essere governata da qualcuno. Questa preoccupazione ha fatto sì che in Inghilterra sia stato emesso nel 1985 il primo principio contabile per la protezione dei dati amministrativi, questo a seguito del Data Protection Act del 1984. Quindi significa che la tecnica contabile, la tecnica del controllo, si abbina ad una tecnica legislativa di protezione degli interessi collettivi e individuali, e quindi c'è un'evoluzione in questo senso. Del libro sì, se su questo no, non le posso dare la relazione perché io lo scambio la allora ringrazio il professor Pontani per questo contributo. Ho notato che il professor Luigi Castelli Avoglio, mentre parlava Pontani, seguiva con alcune riflessioni che eventualmente riprenderà poi nella sua conferenza. E vorrei chiedere a Guarracino se ha una poesia da leggere. Ecco. Bene. E intanto dico che Arrabal è in arrivo, sta venendo qui, e tra l'altro c'erano alcuni giornalisti come Calcagno, Crucillà, Maria Brunelli e anche per il giorno una persona invitata da Gerosa, che volevano intervistare l'altra volta Arrabal, quindi adesso, siccome c'è, possono essere avvertiti. Arrabal starà fino a domenica mattina. Allora, Guarracino. Leggo un testo di un poemetto ancora. Leggo un testo di un poemetto non pubblicato, naturalmente, ecco, che in realtà non è nemmeno compiuto, insomma, ecco, quindi.
Scilla dalle dita d'orticaria, civetta o chiminio, una figura dello spazio, l'incertezza quanto appare, si scioglie nelle cose e i sipari di seta si animano. Altre Europe, come neve. Vibra il pianeta della rosa ed è sera, espere panta fereis, molle e segreta con l'odore, e così la paura nelle mani si assomiglia crescendo, come l'erba, più che l'erba, col pudore del suo verde in un pugno. Basta la voglia per averla. Hanno scie lucenti ma a tratti come ciglia o semi, soffici scoppi di talco, si colorano l'estate. Forse potrà, come dire, compierla anziché completarla nel corso della serata. Allora io invito adesso Padre Pittau non già a tenere la conferenza che terrà successivamente, ma ad alcune notazioni in merito alle cose che abbiamo adesso accennato, anche se eterogenee, come occorre che siano, differenti, anche questa questione dell'impresa che tocca vari aspetti. Fra l'altro per il Giappone mi sembra che ci siano molte differenze nel merito della legislazione rispetto all'Italia, e anzi mi avevano incuriosito molto queste differenze quando alcuni giapponesi me ne parlavano, questo proprio in merito diciamo, in merito al controllo delle imprese. Allora adesso, dunque, per alcune notazioni, anche in merito a un ascolto, no, di queste cose che andiamo dicendo, passo la parola a Padre Pittau. Innanzitutto ringrazio il Professor Verdiglione per questo invito e poi per le parole di introduzione che ha voluto così gentilmente dire. Sono vissuto per 29 anni in Giappone. Di questi 29 anni, 13 anni sono stato rettore dell'Università Sofia di Tokyo. La mia formazione è stata qui in Italia, in principio, poi in Spagna, e poi in Giappone e poi in America. La mia specializzazione, se posso dire così, sono relazioni internazionali. Ho preso il dottorato di ricerca a Harvard University e insegnavo nella facoltà di diritto dell'Università Cattolica Sofia di Tokyo. Questo è il mio background, 29 anni quindi in Giappone, e adesso sono qui a Roma, sono qui in Italia, a Roma, nella Curia Generalizia della Compagnia di Gesù. Mi è colpito una parola del professor Verdiglione, che anche il Giappone, anche le altre nazioni devono confrontarsi con l'Europa, con la cultura europea, con la scienza europea, se vogliono veramente progredire, soprattutto in questo progresso scientifico, oggi anche il progresso dell'informatica, eccetera. Proprio oggi ho ricevuto questo giornale che dal primo dell'anno si pubblica attraverso satellite da Tokyo, va a Londra si pubblica con il computer e poi viene distribuito nelle capitali dell'Europa, un giornale giapponese. E qui uno degli articoli della prima pagina mette che finalmente i giapponesi, anche nel corpo, nella lunghezza delle gambe, ormai possono paragonarsi agli europei e agli americani. E praticamente in questi 40 anni i giapponesi sono aumentati di altezza di circa 15 centimetri e i giovani solo negli ultimi 17 anni 5 centimetri, e di questi 5 centimetri sono 4 nelle gambe e solo 1 nel corpo, direi. Quindi questo confrontarsi con l'Europa credo che ancora è un principio che vale. E la storia del Giappone negli ultimi, possiamo dire, 140 anni si può riassumere con 2 parole: oitsuku, oikosu.
che vuol dire raggiungere e poi superare. Raggiungere l'Europa e poi superarla. Questi sono stati i due verbi che hanno dato l'ispirazione, direi, a tutto lo sforzo culturale, economico, scientifico. Le università giapponesi risalgono, la prima università giapponese risale al 1877. Incominciò come un'università quasi direi europea occidentale, si insegnava in inglese, tedesco, francese, in queste tre lingue, però subito dopo 6 anni, dopo aver formato i loro professori, si incominciò a insegnare tutto in giapponese. Però i giapponesi traducono tutto. Qualcuno diceva scherzando, se uno vuole conoscere la letteratura, la cultura di tutto il mondo, meglio che sappia il giapponese, perché potrà leggere immediatamente tutti i libri di tutto il mondo. Traducono tutto. E non solo libri scientifici, ma anche libri letterari, romanzi, riviste, tutto. In quel senso lì basterebbe una lingua per conoscere la cultura di tutto il mondo. Ancora oggi, per i giapponesi che giudicano tutto in un modo gerarchico, che mettono il mondo quasi direi in una scala, in genere mettono sopra, per cultura almeno, mettiamo la Francia, ma l'Europa, nazioni europee, l'America. Sull'economia ormai si mettono loro i primi. In molte cose, l'altro giorno forse avrete visto nel Corriere della Sera che c'è di nuovo una tensione tra l'America e il Giappone sui chips dei computers. Perché? Perché i chips giapponesi sono migliori e a più basso prezzo, mentre quelli americani costano in media 18-20 dollari, quelli giapponesi costano solo 2 dollari. E quindi gli americani criticano perché i giapponesi fanno il dumping, però i giapponesi dicono no, siete voi arretrati nel campo. Lo fanno alcune volte, ma credo che in questi chips è la loro tecnologia che è molto più avanzata. E poi sanno fare questo sforzo che si mettono e tutta la nazione ci si mette dentro, paga per la ricerca e vanno avanti. Quindi c'è questo confrontarsi continuo, direi, con l'Europa, con l'America, però allo stesso tempo credo che se l'Europa e l'America vogliono internazionalizzarsi, dovrebbero confrontarsi anche con un'altra cultura. Stasera appunto parlerò di una cultura, direi, dell'impresa, di una cultura della società, che è la cultura, chiamiamola, confuciana. E credo che c'è una relazione molto profonda al vedere che le nazioni che adesso sono o sviluppate o già, come le chiamano queste next, newly industrialized countries, che sarebbero appunto la Corea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, queste nazioni sono tutte di cultura confuciana. E poi adesso la Cina, che momento che entrerà in questo movimento di ricerca scientifica, eccetera, credo che tutte le altre nazioni dovranno stare proprio attente. Quindi come confrontarsi anche con un altro mondo, tutta un'altra civiltà. Civiltà etica, civiltà letteraria, civiltà dell'immagine. Tutte queste nazioni sono le civiltà dell'immagine, l'ideogramma, che possiamo andare in Corea, adesso la Corea sta lasciando gli ideogrammi cinesi, ma prima, fino a una decina d'anni fa, io potevo andare in Corea, in Cina, Hong Kong e trovarmi a casa mia, Taiwan, trovarmi a casa mia, capivo tutto, perché gli stessi ideogrammi che si leggono in modo diverso, però riuscivo a capire. E invece nelle nostre nazioni non c'è questa lingua comune dell'immagine. E questa immagine anche che forma il cervello in un modo speciale,
in modo che sembra che per la matematica, per esempio, i giapponesi e i cinesi siano molto migliori dei nostri, perché sono abituati, non so, a usare questa parte sinistra del cervello per le immagini. Quindi matematica, informatica e immagini alcune volte vanno anche assieme. Ci sono degli studi speciali su questa composizione speciale del cervello dei cinesi, dei giapponesi, perché fin da bambini devono afferrare l'immagine e dall'immagine arrivare al concetto. E questo è continuo, perché per leggere il giornale anche bisogna sapere quelle immagini e anche se uno non riesca a leggere si riesce a capire, perché quell'immagine vuol dire questa cosa. E credo che appunto, come dicevo, non deve essere un confronto delle altre nazioni con l'Europa, con l'Occidente, ma anche un confronto dell'Europa, dell'Occidente con le altre culture. E se c'è stato uno sbaglio, direi, nel periodo di evangelizzazione, chiamiamolo così, nel periodo delle scoperte, che forse noi europei arrivavamo già con un concetto di Chiesa, con un concetto di cultura, già come una cosa fatta. Quindi bisognava trapiantare questa idea di religione, di cultura, negli altri posti che erano barbari. E lì bisogna ammirare Padre Ricci, un uomo del Rinascimento, un uomo aperto, un uomo che prima di poter dare qualcosa era disposto ad ascoltare, un uomo disposto a ricevere, e solo dopo aver ricevuto, dopo essere stato cambiato, solo allora poteva dare qualcosa ai cinesi. Credo che anche oggi rimane uno dei giganti. Ma forse un altro uomo che qui in Italia non è troppo conosciuto, il padre Valignano, Alessandro Valignano, che era anche un gigante fisicamente parlando, 1,92, ha scritto, lo scrisse in spagnolo perché molti dei missionari in quel periodo erano spagnolo e portoghese e la lingua comune in certo senso era lo spagnolo, il sommario delle, come direi, delle norme che dava ai nuovi missionari che andavano in Giappone e in Cina. Dopo 400 anni, anche oggi, è così nuovo, così moderno, che uno dice, veramente erano dei giganti questi uomini qui. E poi avete dei nobili in India che si fa brahmino per appunto poter parlare con gli uomini colti e che rimane anche oggi come uno degli uomini della letteratura indiana, Obeschi, tanti altri grandi uomini. Quindi non era solo far confrontare le altre nazioni con la cultura europea o con la religione europea, ma prima di tutto questi grandi uomini si confrontavano con le altre culture, si aprivano alle altre religioni e capivano che veramente se si vuole un influsso mutuo ci vuole anzitutto un rispetto mutuo molto profondo e un conoscimento, una cognizione molto profonda delle altre culture. Ma questo è per uno che, come me, che è vissuto tanto tempo fuori dall'Europa, circa 32 anni fuori dall'Europa, alcune volte credo che rimaniamo un po' indietro. Mentre i ragazzi giapponesi fin dalla scuola elementare devono studiare la storia europea, americana, noi della storia della Cina, della storia del Giappone ne sappiamo ben poco. Mentre i giapponesi devono studiare la storia della filosofia, del pensiero europeo, eccetera, noi dei grandi pensatori dell'Oriente ne sappiamo poco. E forse ancora c'è un certo imperialismo culturale e credo che dovremmo uscire da questo imperialismo culturale se vogliamo veramente dare un po' di speranza a questo mondo e poi se vogliamo preparare un'unione profonda di questo mondo. E anche nella parte scientifica, direi, pian piano, con gli sforzi che fanno
come gruppo, i giapponesi e pian piano credo che anche i cinesi arriveranno. Io ho visto in 5 anni come la Cina è cambiata. Quando andai la prima volta in Cina nel 79, le università anche scientifiche, ma erano almeno una trentina d'anni indietro. Si ritorna oggi in certi campi, sono già arrivati proprio, direi, ai livelli più alti del mondo, soprattutto in alcune università. Per esempio Tsinghua, l'università Tsinghua, che si può comparare un po' al MIT dell'America, nella parte scientifica molto, molto avanzata, in soli 5 anni. E stanno mandando tanti e tanti studenti nelle migliori università del mondo. Quindi anche nel campo scientifico direi non dobbiamo chiuderci, non credere che l'Europa o l'America sono per sempre a livello più alto. Usando gli stessi metodi e soprattutto usando questa collaborazione di gruppo che è la forza della Cina e del Giappone, forse stanno facendo dei passi ancora più forti, più grandi di ciò che stanno facendo certe nazioni qui in Europa e ciò che sta facendo anche l'America. Allora questa è una premessa, poi dopo questa sera vi sono alcuni interventi, salutiamo la venuta dell'avvocato Solari da Roma, poi c'è, come dicevo, Bertrand Michel della Borsa di Parigi, il professor Luigi Castelli Avolio, che questa sera non ci sarà, però ci sarà domani mattina anche per il suo intervento. Quindi adesso facciamo un breve intervallo. Fra l'altro volevo dire a Maiellaro, no, che c'è un manoscritto che adesso c'è un testo antico che ci sembra molto interessante, che si chiama questo L'ospitale dei pazzi incurabili, e avrebbe molto bello, avrebbe bisogno però di una cura filologica, proprio linguistica, come ha fatto per Bartoli, e mi pare che potrebbe essere curato da Maiellaro. Allora riprendiamo esattamente tra un'ora, e quindi dopo l'intervallo per il Rupà. Pékin, par groupe de 3, pour 2 mois chacun. Ils ont pour mission de former en 18 mois, après 8 mois d'anglais intensif, une 50aine de cadres supérieurs et directeurs d'usines de la région de Pékin. Ces enseignants de très haut niveau sont exclusivement des libéraux. Remarquons en outre que les 2 dauphins de Deng Xiaoping sont les prototypes de ce que les Américains désignent sous le terme de Reds and Experts. D'autre part, nous allons en France également cette année vivre une expérience passionnante. Probablement la cohabitation entre un président de la République de gauche et un Premier ministre de droite. Mais avant d'aller plus loin, je crois qu'il est nécessaire d'essayer de donner une définition du régime capitaliste et du régime socialiste. Le régime capitaliste est celui dans lequel les moyens de production sont l'objet d'appropriation individuelle, dans lequel la régulation de l'économie est décentralisée, c'est-à-dire que l'équilibre entre la production et la consommation n'est pas établi une fois pour toutes par décision planifiée, mais progressivement par tâtonnement sur le marché. Celui, enfin, dans lequel employeurs et employés sont séparés les uns des autres
de telle sorte que les uns ne disposent que de leur force de travail et les autres sont propriétaires des instruments de production. Celui dans lequel le mobile prédominant est la recherche du profit. Enfin, celui dans lequel il y a fluctuation des prix sur chaque marché et même dans l'ensemble de l'économie, car les répartitions des ressources n'est pas planifiée de manière définitive. Le capitalisme se fonde sur la propriété individuelle et la liberté du contrat. Il prône le libre-échange et la concurrence en laissant agir les lois naturelles de l'économie. Le capitalisme, enfin, ne doit pas se confondre uniquement avec l'économie de marché. Son principe de base repose sur le fait que l'ordre spontané est supérieur à l'ordre décrété, qu'ainsi la somme des actes individuels est meilleure que la planification. Le capitalisme, la libre concurrence, ce n'est pas la loi de la jungle. Le marché obéit à des lois, à des règles du jeu que l'État doit fixer, mais auxquelles il doit ensuite se plier. Maintenant, qu'est-ce que le socialisme? Le socialisme était à l'origine une doctrine qui prônait, comme le disait Bernard Russell, la propriété commune de la terre et du capital sous une forme démocratique. Le socialisme, à l'origine, tendait à diriger la production en vue de l'usage, non du profit, et à organiser la distribution des biens de la façon la plus équitable possible. Il a lentement évolué dans les différents pays d'Europe occidentale de l'action utopique, description utopique, à l'action politique. À l'origine, en France, au XIXe siècle, il était essentiellement idéaliste et utopique. Saint-Simon désirait construire une société nouvelle, Louis Blanc réclamait l'intervention de l'État et Proudhon affirmait qu'il fallait faire confiance au peuple. Ensuite, le socialisme est devenu matérialiste et scientifique avec le marxisme, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, car nous traiterons uniquement du socialisme populaire et démocratique, politique et parlementaire. Aujourd'hui, pour le président Mitterrand, être de gauche, c'est proposer un certain type de rapport entre l'État et les citoyens, la société et les individus, les travailleurs et l'entreprise. Être de droite, pour lui, c'est vouloir accroître les ressources de la France, mais à condition de ne pas les redistribuer. Ceci dit, je crois que le socialisme français d'aujourd'hui veut produire pour redistribuer dans le cadre d'une société d'économie mixte, où peuvent et doivent cohabiter deux secteurs puissants, le secteur public et le secteur privé, indépendants l'un de l'autre, mais complémentaires. Dans mon exposé, dans un premier temps, nous analyserons les raisons de la divergence de fond entre les deux systèmes. Elles sont au moins de trois ordres: la politique économique, la plateforme électorale et le dialogue difficile entre le monde politique et le monde des affaires. Dans un deuxième temps, nous verrons que la réalité des faits économiques oblige les deux modèles, capitalistes et socialistes, à converger de plus en plus. Voyons tout d'abord la politique économique.
Des divergences importantes subsistent tant sur les objectifs poursuivis que sur les instruments utilisés. Le principe économique de base des socialistes est d'essence keynésienne. C'est la relance de la croissance afin de diminuer le chômage. Le principe est bon, mais malheureusement, cette action a buté sur deux contraintes majeures en France: l'inflation et le déséquilibre de la balance commerciale. Alors, cette situation inextricable a conduit le gouvernement socialiste à s'interroger sur le bien fondé, à l'heure actuelle, d'une économie ouverte sur le monde. Il a été possible qu'en 1983, la France se replie sur elle-même. Heureusement, après des mois d'atermoiement et d'hésitation, le président Mitterrand a décidé, en mars 1983, de ne pas couper les amarres du bateau France avec nos partenaires de la communauté européenne. Cette décision reste, à mes yeux, l'élément décisif qui a été à l'origine du changement de cap engagé par le gouvernement socialiste. La résistance des faits était venue à bout du dogmatique orthodoxe de ce que nous appelons en France la rose. Depuis lors, les socialistes se sont orientés, non sans déchirement pour certains, vers une logique plus réaliste de l'économie. Néanmoins, la conduite de la politique économique conserve encore deux traits dominants de la philosophie du socialisme: la prédominance des transferts sociaux et la prééminence de la régulation macroéconomique de ce que nous appelons, en termes économiques, les grands agrégats. L'impôt a été utilisé comme moyen privilégié de correction des inégalités sociales. La solidarité intergénération a été maintenue comme axe principal du système des retraites, d'où le maintien du système des retraites par répartition et une hostilité de principe à la retraite volontaire par capitalisation. Au total, si les capitalistes et les socialistes s'accordent sur l'importance jouée par le profit, sa répartition reste encore l'objet d'un désaccord fondamental. Pour réguler l'économie, on trouve une nouvelle fois deux logiques qui s'affrontent: le plan contre le marché, l'État contre l'entreprise. Les nationalisations que nous avons effectuées en 1981 et 1982 en France symbolisent ce débat. D'un côté, les socialistes estiment que les grandes orientations structurelles restent l'apanage exclusif de l'État. De l'autre, les libéraux préfèrent laisser l'initiative aux entreprises et aux particuliers. En fait, ce débat dépasse, même en France, les clivages gauche-droite. Car à l'intérieur de la gauche et à l'intérieur de la droite, on trouve des partisans de l'une ou l'autre alternative. Ainsi, s'il existe aujourd'hui des interconnexions entre ces deux logiques, il est probable qu'elles survivront jusqu'à l'aube du XXIe siècle. La divergence réside, comme vous allez le voir aussi,
dans les plateformes électorales que les deux partis en France, deux principaux, vont ou viennent d'élaborer, car nous allons avoir au mois de mars 1986 des élections législatives. Alors voilà quel est le programme socialiste. En matière de protection sociale, les socialistes proposent de mettre en place un mécanisme de mutualisation des coûts des restructurations industrielles. Les socialistes estiment que pendant la période de mutation que la France traverse aujourd'hui, il est nécessaire d'assurer à chacun un revenu minimum afin d'éviter des phénomènes d'exclusion sociale. Il désire également continuer à réduire les inégalités par l'impôt et devant l'impôt. Alors, dans cet objectif, il va y avoir un principe, c'est qu'il faut, dans toute la mesure du possible, harmoniser les conditions d'imposition des revenus du travail et des revenus du capital. Également, dans le cadre de la sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle un plafond, et par conséquent, les socialistes estiment que ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent payent trop par rapport à ceux qui en gagnent beaucoup. Donc on va vers un prélèvement proportionnel à son revenu. Alors en fait également, l'État a besoin de beaucoup d'argent. Et alors les socialistes proposent de stabiliser ce que nous appelons le taux des prélèvements obligatoires. Ce taux est aujourd'hui de 45%. Dernier objectif, une vigueur nouvelle va être donnée aux procédures de planification, comme je vous ai expliqué, et notamment ce qu'on appelle les contrats de plan. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que le programme de la droite. Pour eux, d'abord, le libéralisme est la condition du succès face à la concurrence nationale et internationale. Ils désirent d'abord procéder aux dénationalisations, en commençant par dénationaliser ce qu'il a été en 1981, et notamment les banques, car presque toutes les banques en France sont aujourd'hui nationalisées. Et nous estimons que ce n'est pas aux hommes politiques, aux fonctionnaires, de décider les choix financiers que les banquiers doivent pratiquer. Alors, le produit de ces dénationalisations devra être utilisé pour diminuer le déficit budgétaire. En matière sociale, l'opposition de droite pense que les modalités actuelles de financement de la sécurité sociale doivent être modifiées en modérant l'évolution des prestations. Par ailleurs, nous avons deux grands partis en France, à droite. Nous avons un parti qui s'appelle le RPR, dont le leader est M. Chirac. Et nous avons un autre parti qui s'appelle l'UDF, dont le leader est l'ancien président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing. Et au-dessus, à côté, nous avons un troisième leader qui n'est ni RPR, ni UDF, qui espère un jour être président de la République et qui s'appelle M. Raymond Barre. C'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se présente en France. Alors, le RPR de Chirac veut essayer de copier la politique du président Reagan aux États-Unis.
n'est-ce pas? Et son idée, c'est de diminuer immédiatement les impôts, tant sur les particuliers que sur les sociétés. Et il se dit que le rééquilibrage des finances publiques viendra qu'après. Alors, Giscard, l'UDF, au contraire, donne plutôt une priorité au rééquilibrage de la balance commerciale et à la diminution des déficits budgétaires. L'allègement de la fiscalité sur les particuliers n'interviendra qu'après une diminution des charges sur les sociétés. Bon, je pense qu'il y aura dans les prochaines semaines un accord entre les deux partis de droite pour trouver un modus vivendi, car leurs deux objectifs, leurs deux programmes sont quand même extrêmement proches l'un de l'autre. Mais ce qui est ennuyeux pour la France, c'est que nous allons théoriquement avoir des élections présidentielles en 1988. Et ce qui est peut-être économiquement bon n'est peut-être pas politiquement bon, étant donné la proximité des élections présidentielles. Bon, ça c'est un problème des hommes politiques, ce n'est pas le mien. Alors, une dernière raison de divergence entre la droite et la gauche vient du fait que le dialogue a toujours été difficile entre l'homme politique et l'homme d'affaires. Ils se méfient l'un de l'autre, notamment en France. La France est comme l'Italie et l'Espagne d'essence catholique. Et l'influence du marxisme sur ces pays n'a pas été négligeable ces dernières années. Ainsi, l'argent et le profit étaient deux valeurs qui étaient vouées, comme nous disons en France, aux gémonies. L'homme d'affaires méprisait l'homme politique. Il le considérait comme un mauvais gestionnaire, seulement capable de faire le nécessaire pour être élu. Il lui demandait seulement de le laisser tranquille pour gérer son affaire comme il l'entendait. L'homme politique connaissait mal l'entreprise, estimait que c'était une vache à lait qu'on pouvait traire à volonté. Les deux mondes s'ignoraient et il n'y avait aucune passerelle entre le milieu des affaires et celui du monde politique. Or, aujourd'hui, on constate une évolution des mentalités, un rapprochement, une amorce de dialogue. L'échec de la gauche sur le plan politique a décomplexé les partisans de l'économie libérale. Leur réalisme a succédé au rêve. Et la gauche, en France, n'a plus le même pouvoir de fascination qu'elle n'avait dans les années 1970. Par ailleurs, les chefs d'entreprise ont compris l'importance de la vie politique. On voit aujourd'hui en Europe, comme ça a déjà été le cas aux États-Unis, une meilleure compréhension entre les hommes politiques et les hommes d'affaires. Les hommes politiques doivent contribuer à développer les valeurs de l'entreprise. Les chefs d'entreprise doivent être conscients de leurs responsabilités. La vie de l'entreprise a une influence majeure sur le milieu dans lequel elle est émergée. Les Français, et c'est quelque chose de nouveau, sont aujourd'hui pour la plupart
réconciliés avec leurs entreprises. On constate également une meilleure compréhension entre les socialistes et les entrepreneurs qui ont enfin le droit de gagner de l'argent s'ils le méritent. Bon, maintenant, nous allons aborder, pendant quelques minutes, les raisons qui semblent faire converger, après cette amorce de dialogue, les deux modèles de présence. D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que la ruse de l'histoire a été totale. La gauche a pris le pouvoir en France. Elle aura probablement gardé le temps de gérer la crise, de moderniser la France, pour le céder aujourd'hui, alors que l'horizon s'éclaircit. Les socialistes avaient promis une rupture avec le capitalisme international, mais celui-ci a imposé sa loi à la politique économique de la France. Ainsi, le pouvoir socialiste nous aura débarrassés d'un socialisme dur et doctrinal. Le principal reproche que l'on pouvait faire aux socialistes en 1981, c'était essentiellement leur naïveté. Et ils avaient un peu oublié que l'économie, malheureusement ou heureusement, a trait à l'argent, au travail et à la nécessité de gagner sa vie. Le but, par exemple, le but politique des nationalisations était de favoriser l'emploi. Malheureusement, la réussite n'a pas été totale. Et, par conséquent, les socialistes sont revenus sur cette idée et les Français, qui étaient très partisans dans les années 70 des nationalisations, sont revenus de leur illusion. Ils rejettent aujourd'hui le principe des nationalisations. Et même le secrétaire général du Parti socialiste a déclaré la semaine dernière au Parlement que si le gouvernement, le Parti socialiste, gagnait par hasard les élections en mars 1981, eh bien, il n'y aurait plus de nationalisation en France, mais que l'on procéderait d'une façon, comment dirais-je, originale à certaines dénationalisations en France. Alors, le Parti socialiste a définitivement changé son programme, et notamment le programme commun avec les communistes, celui qui avait été élaboré dans les années 1970, a volé en éclats. Donc, la rupture historique avec le capitalisme n'est plus à l'ordre du jour. Alors, quelques exemples économiques. La lutte contre l'inflation et la reconnaissance de l'existence de la contrainte extérieure sont au cœur des problèmes de pilotage de la politique actuelle. La désinflation est reconnue comme la thérapeutique la plus efficace pour améliorer la compétitivité des entreprises, pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et pour stabiliser la valeur du franc sur le marché des changes. L'objectif final des socialistes reste cependant, et ils ont raison, un taux de croissance maximal pour permettre de diminuer le chômage et d'accroître, comme nous l'avons vu, l'effort de solidarité. Car malheureusement, le problème du chômage n'a pas été résolu par les socialistes, et entre 1981 et 1984, malgré les promesses qui avaient été faites, le chômage a continué à augmenter comme il avait augmenté avant. Bon, alors, en conclusion, ce que l'on peut dire du programme socialiste, c'est que c'est une économie de liberté et de solidarité qui laisse le marché cependant jouer pleinement son rôle, mais qui laisse à l'État, sous le contrôle du Parlement, la décision de fixer les grandes orientations dans les secteurs essentiels pour l'avenir, comme cela doit l'être dès lors qu'il s'agit de solidarité sociale,
C'est-à-dire que si l'État ne peut pas tout faire, il doit définir les règles du jeu. Ainsi, vous voyez, on commence à voir, à poindre, une convergence entre les modèles capitalistes et socialistes. Alors, une autre raison de cette convergence, c'est que l'Europe est une constellation de pays de moyenne importance et qu'aucune nation occidentale en Europe ne peut prétendre aujourd'hui jouer ce que nous appelons en France le rôle d'une locomotive. J'ai été frappé, il y a quelques semaines, par la présentation des programmes économiques des trois principaux partis hollandais pour les élections qui vont avoir lieu dans quelques mois. À la fin de la présentation, l'audience était étonnée par la convergence des différents programmes, alors que dans l'année 70, les programmes socialistes et le programme de la droite étaient diamétralement opposés. Enfin, la troisième raison de cette convergence, c'est que la marge de manœuvre dont les gouvernements disposent sont très faibles, car ils ne disposent plus, en France, en Italie notamment, des moyens de leurs ambitions. L'espace qui est laissé au gouvernement pour ajuster leur politique économique s'est réduit au fil des années. Par ailleurs, les instruments traditionnels de pilotage économique sont devenus le plus souvent inopérants. Les enjeux de l'économie internationale ont également contribué à réduire cette marge de manœuvre. Et par conséquent, certains, comme la politique des prix, des revenus, a mal vieilli, le corps social n'étant plus homogène et le tissu industriel s'est beaucoup diversifié. Vous voyez, dans des instruments moins efficaces, et vous connaissez le problème, on peut aussi ranger la dévaluation. Le montant des importations incompressibles freine le retour à un équilibre de la balance commerciale. La dévaluation, si elle n'est pas accompagnée de mesures draconiennes, conduit souvent à une nouvelle dévaluation. Et d'autre part, la mise en œuvre de la politique économique est freinée par la rigidité institutionnelle de nos gouvernements. Souvent, le délai entre la décision du vote et la mise en application est en retard sur l'actualité. Alors, vous voyez, je crois que dans le monde actuel, trois éléments majeurs limitent les moyens d'action en politique économique. L'ouverture des économies sur l'extérieur, le ralentissement de la croissance et l'inefficacité des systèmes de régulation. Alors, pour de nombreux gouvernements, le ralentissement de la croissance a aggravé la difficulté du réglage global de la politique économique. Alors, pour, comment dirais-je, essayer d'agir efficacement, les gouvernements ont cherché des munitions financières supplémentaires. Malheureusement, ils ne les ont pas trouvées. Et alors, les gouvernements se sont trouvés devant le dilemme suivant: comment faire plus à faire moins de ressources? Et par conséquent, s'il y a des gagnants, il faut des perdants. Et par conséquent, si certains pays profitent, d'autres profitent moins. Et si certaines classes sociales profitent, d'autres, comment dirais-je, classes sociales également en pâtissent. Enfin, les gouvernements n'ont plus les moyens, ni la capacité de tout faire. L'omnipotence de l'État-providence est en berne, et les gouvernements préfèrent infléchir les grands desseins de l'État en laissant la gestion au jour le jour aux entreprises. Ainsi, en conclusion, nous apercevons que la marge de manœuvre est d'autant plus grande que la politique économique est décentralisée. En fait, c'est un paradoxe. Moins il y a de politique, plus il y a de marge de manœuvre. L'explication est simple. La richesse se crée aujourd'hui dans les entreprises. L'ampleur des défis
des défis futurs conduit les modèles capitalistes et socialistes à se rapprocher des valeurs fondamentales communes, susceptibles d'offrir des bases nouvelles à une politique économique reconsentie. En termes de régulation économique conjoncturelle, la diminution du chômage passe par une réduction de l'inflation et une résorption de la balance commerciale. Alors, en conclusion, n'est-ce pas, je crois très sincèrement que l'alternative que nous venons de vivre en France, c'est-à-dire que nous avons eu un gouvernement socialiste pendant 4 ans, a été extrêmement profitable à la France. Bien que je ne sois pas socialiste, je l'avoue. Et je pense que M. Attali, qui est conseiller du président Mitterrand, ne s'interrogerait plus en 1986, comme il l'avait fait en 1980, lorsqu'il déclarait « Faut-il préférer la jouissance de la sécurité, et c'est le socialisme, ou l'angoisse de la liberté, et c'est le capitalisme ». Les socialistes se sont rendus compte que leur modèle était peut-être un peu périmé à l'aube du XXIe siècle, que dans le monde moderne, le dogmatisme et l'idéalisme devaient faire place en matière économique, et peut-être dans d'autres matières d'ailleurs, au réalisme. En conclusion, j'aimerais parodier l'expression fameuse « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » en déclarant à l'aube du XXIe siècle « libéraux de tous les pays, unissez-vous ». Merci. Ringrazio Bertrand Michel per questo intervento che ha situato alcuni termini del dibattito in corso in questa triennale.